Depuis environ le 20 octobre, toutes les armées allemandes, depuis la mer jusqu'à la Meuse, ces armées se sont retirées sur leur second système de défense pour résister coûte que coûte et pour encaisser le choc de l'assaut général qui a été ordonné par le maréchal Foch qui commande en chef les armées alliées, ordre qu'il a donné donc le 19 octobre. Le but des Alliés, il est clair, c'est rejeter les Allemands sur la Meuse. Au nord de Verdun, donc dans la partie nord du département de la Meuse, les Américains ont franchi le fleuve à hauteur de Brieul et les Français ont fait la même chose, ce sont les coloniaux français qui franchissent la Meuse à Vilaune le 7 novembre. Les Allemands sont chassés d'à Romont, sont chassés de Civry, de la ferme de Solferino, et le 9 novembre, les coloniaux français atteignent la Tinte. La Tinte, c'est un petit ruisseau qui coule sud-nord de Jamay jusqu'à Danvillers. Le lendemain, le 10 novembre, les Américains, eux, luttent dans Stenay. Rappelons-nous que Stenay était le quartier général du Crown Prince au moment de la bataille de Verdun. Au nord de Verdun, l'ancienne ligne de front du début de la bataille de 1916 est le théâtre où combat la 26e division américaine, dans le bois de Ville, dans le bois des Corps. Elle reconquiert également le Pessé-Drian. À l'est de Verdun, en Wavre, le 9 novembre, les Américains entrent dans Montheul. Ils conquièrent les centres de résistance allemands du sud du bois de Montheul, le secteur de la Grande Wavre. La 10e division d'infanterie coloniale des Français, donc, prend le bois de Moranville, récupère Danlou qui était une des localités martyres de la bataille de Verdun en 1916. Un peu plus au sud, la 2e armée américaine est prête pour une attaque sur l'axe Fresnes-Conflans-Briey. Mais dès qu'elle engage son attaque, elle se retrouve face à une vive résistance. À l'est, en Lorraine, on a peut-être l'opportunité d'obtenir une rupture définitive des armées allemandes parce qu'on apprend par les renseignements du deuxième bureau de l'état-major, qui lui justement est chargé de collecter des renseignements sur l'ennemi, on apprend que le deuxième bureau a recueilli des informations sur la disposition des troupes et qu'environ les 4/5 des divisions allemandes sont sur un front à l'ouest de Verdun. Et donc, comme Moselle, on aurait seulement environ une vingtaine de divisions, des divisions qui sont des divisions éprouvées ou qui seraient mal aguerries. L'effort principal serait confié à la 10e armée du général Mangin, une 10e armée composée de 14 divisions et appuyée par 500 chars et 600 batteries d'artillerie. Elle aurait à sa gauche la 2e armée américaine, composée de 6 divisions, et à sa droite la 8e armée du général Gérard, à 6 divisions également. Elles seraient, ces 3 armées, sous les ordres du général de Castelnau, qui commande le groupe des armées de l'Est. L'axe d'attaque se situe entre Nomény et Château-Salins et en direction de Sarrebruck. Les Allemands décident l'envoi de négociateurs, de plénipotentiaires, auprès du maréchal Foch. La décision vient du chancelier, Max de Bade, et du général Gröner, qui remplace Ludendorff, qui a été limogé parce que Ludendorff défend une autre position, c'est l'attitude d'une résistance et d'une lutte jusqu'au bout. Alors que le général Hindenburg, lui, reste en poste. À ce moment-là, les divisions allemandes sont partout très éprouvées, les prisonniers se livrent par milliers et donc les troupes allemandes reculent. Et le 11 novembre, donc lorsqu'on signe l'armistice, eh bien, les divisions du général Mangin restent l'arme au pied. Il n'y aura jamais cette offensive de Lorraine qui était prévue pour le 13 novembre. Et les Français, donc, entreront dans Metz sans combattre. Le 11 novembre, à 11h, la ligne de front en Meuse s'oriente, grosso modo, sur un axe nord-ouest-sud-est à l'est de Verdun. On peut s'arrêter sur 2 événements marquants de ces ultimes combats.
L'un qui s'est tenu donc sur la crête au nord du village de Chaumont-de-Vendevillers, on est au nord de Verdun. C'est la mort du dernier soldat américain, le soldat Henry Gunter, soldat du 313e régiment d'infanterie américain. Il a 23 ans. Il est fauché par un tir de mitrailleuse à 10h59. Aujourd'hui, une stèle sur place, sur la hauteur de la crête, rappelle son sacrifice et la bannière étoilée flotte au-dessus de cette stèle. On peut également se rappeler, en remontant cette fois plus au nord, dans les Ardennes, près de Sedan, que dans la nuit du 10 au 11 novembre, 700 hommes du 415e régiment d'infanterie franchissent la Meuse sur des passerelles. Leur objectif, c'est la reconquête du petit village de Vrigne-Meuse, juste à côté de Sedan, et au matin, ils se retrouvent sous le feu des mitrailleuses. À 10h50, c'est là que tombe Augustin Trébuchon, qui était estafette donc dans la 9e compagnie de son régiment, lui aussi considéré comme le dernier soldat français tué à la guerre. Lorsqu'on se rend dans le petit carré militaire juste à côté de l'église de Vrigne-Meuse, on s'aperçoit, en regardant sa tombe, que la date de son décès a été antidatée. Elle porte la date du 10 novembre, comme celle de ses camarades qui sont autour. S'agit-il d'atténuer l'impression d'une mort inutile ? Est-ce que les Français, déjà, ont du mal à regarder en face toutes les morts de cette guerre ? Veut-on rendre moins douloureuse la mort de Trébuchon auprès de sa famille ? Là, on sent déjà que l'après-guerre sera un temps de douleur où il va falloir prendre en compte tous ces morts.